Anaïs se fait des films. Se fait quoi? Anaïs se fait des films. Qui se fait des films? Anaïs se fait des films. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Anaïs se fait des films, le podcast où on est toujours prêt pour notre gros plan. Ce soir, on se retrouve pour un épisode spécial enregistré en public au Majestic Bastille. Salut tout le monde. Et on vient donc de voir Sunset Boulevard, Boulevard du Crépuscule en VF, un film réalisé par Billy Wilder, sorti en 1950, qui est un chef-d'œuvre. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais c'était tellement bien. Un film qui est aujourd'hui considéré comme un des plus grands films de l'histoire du cinéma. Il a remporté l'Oscar du meilleur scénario en 1951. Il avait été nommé à plein d'autres Oscars, mais c'est le seul qu'il a gagné, malheureusement. Certaines de ces citations, vous les aurez peut-être reconnues, sont désormais omniprésentes dans la pop culture. Il a influencé énormément de cinéastes, notamment un certain David Lynch, qui le considérait comme sa référence ultime. Est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui le découvraient pour la première fois ce soir? Waouh, ok. Beaucoup de monde. Ça vous a plu? Ouais. Alors, la petite tradition dans le podcast, c'est d'essayer de résumer le film en moins de 30 secondes. Alors, si jamais il y a quelqu'un qui a une idée de résumer en moins de 30 secondes, vraiment n'hésitez pas, on a un micro. Et la dernière fois qu'on a fait ce genre d'exercice, il y a quelqu'un qui avait un super résumé. Donc vraiment, j'attends vos propositions avec impatience. Moi, si je devais résumer le film en moins de 30 secondes, je dirais que c'est un peu Diloulou le film. Et aussi sans doute la preuve que tous les gens qui se fient à l'astrologie pour prendre des décisions dans leur vie sont tarés. Désolée à tous les fans d'astrologie dans la salle. Et pour les personnes qui nous écoutent depuis chez elles et qui n'auraient peut-être pas vu Boulevard du Crépuscule, c'est l'histoire de la rencontre entre deux personnages, un scénariste fauché et une actrice has-been, ancienne star du muet, qui vit recluse dans un immense manoir délabré, mais néanmoins très très beau. Et elle va embaucher ce scénariste pour retaper un script sur lequel elle travaille depuis longtemps, en espérant que ce film lui permettra de faire son comeback. Mais, contre toute attente, ce n'est pas exactement ce qui va se passer. La raison pour laquelle j'ai choisi ce film, bon, déjà, c'est parce que c'est un très vieux film, que je n'avais jamais eu l'occasion de le voir sur grand écran et que donc, très égoïstement, j'ai décidé de le programmer parce que c'est juste, ça n'a rien à voir. Je pense que c'est peut-être la 5e ou 6e fois que je le regarde, mais j'ai pu voir des détails que j'avais jamais repérés avant. Donc vraiment, rien que pour ça, j'étais très très contente de vous le montrer. Et aussi parce que je pense que c'est un classique qui a particulièrement bien vieilli. Il y a certains films très anciens qui peuvent être un petit peu plus intimidants ou pour lesquels on va avoir un petit peu du mal à raccrocher les wagons en fait avec notre expérience à nous et notre habitude de visionnage moderne. Or celui-là, je trouve qu'il est vraiment aussi divertissant que n'importe quel film qu'on pourrait voir en 2026. Et puis, ce que j'aime beaucoup avec ce film, c'est que c'est un film noir. On va en reparler. Alors le genre du film noir est plus difficile à définir que d'autres genres parce que ça contient plein d'autres choses. Mais il se trouve que celui-ci, en plus d'être un drame, c'est aussi un thriller, c'est aussi une comédie, ça contient de l'horreur, ça contient un discours méta, ça contient une course-poursuite en voiture digne de Fast and Furious. Enfin, il y a vraiment tout dans ce film. Et donc, je le trouve particulièrement plaisant à revoir. Et puis, justement, ce mélange des genres entre quelque chose de très noir, de quasiment horrifique, et aussi un discours un petit peu plus léger, un petit peu plus comique, et quelque chose de très décalé. Je trouve que c'est parfaitement réussi et on comprend quand même immédiatement pourquoi David Lynch en a fait sa référence ultime, parce que c'est un univers quand même, l'univers lynchien, qui rappelle beaucoup celui de Sunset Boulevard par plein des manières. Et puis bon, j'ai entendu quelqu'un rire au moment où le personnage de Gordon Cole apparaît à l'écran, on en reparlera, mais c'est une des nombreuses influences évidemment que le film a eu, puisque Gordon Cole c'était le personnage incarné par David Lynch dans Twin Peaks, et c'est évidemment pas un hasard. Et puis enfin, la dernière raison qui fait que j'aime beaucoup ce film, c'est le côté vraiment horrifique du décor. Le vieux manoir qui n'est pas hanté, mais qui pourrait quasiment l'être, avec le vent qui fait grincer l'orgue la nuit, les ronces qui envahissent les murs, ces espèces de décors tout en symbolisme, avec ces milliards de photos de l'actrice principale qui, fun fact, étaient des vraies photos de l'actrice Gloria Swanson, de sa collection personnelle, qu'elle a donc gracieusement prêtée pour décorer le plateau. Et donc ce côté très angoissant du film noir qui vire un petit peu vers l'horreur à plein de moments, je trouve ça extrêmement plaisant. Et je pense que la première fois que j'ai vu le film, j'étais très surprise en fait de voir qu'un vieux film pouvait aussi aller sur ce terrain-là et le faire d'une manière aussi réjouissante et vraiment très très divertissante. Alors, vous l'avez vu, le film s'ouvre
sur un meurtre, parce qu'il est aussi question de meurtre, même si c'est pas un film policier. Et on comprend assez rapidement que ce meurtre, c'est celui du narrateur qui va donc nous raconter toute son histoire post-mortem. C'est une ouverture in media res qui est, je pense que vous le savez, une tradition littéraire à la base. Donc c'est vraiment pas Sunset Boulevard qui a inventé ça, mais c'est donc ce procédé qui consiste à nous placer tout de suite au cœur de l'action et ensuite revenir en arrière. C'est quelque chose qui se fait beaucoup maintenant dans les séries. Et je pense personnellement que c'est une influence de Breaking Bad. Si vous avez vu le pilote de Breaking Bad avec Walter White qui est en détresse et en slip kangourou dans le désert, en pleine séquence d'action. Et puis ensuite, on va rembobiner un petit peu l'action et revenir en arrière. Ce pilote-là est évidemment considéré comme un très très grand pilote de télé. Et depuis, il y a énormément de séries qui emploient ce procédé. C'est même un petit peu devenu un cliché de dire « Oh, vous vous demandez sans doute comment j'ai atterri là. Eh bien, laissez-moi vous raconter. » Mais en ce qui concerne Sunset Boulevard, c'était quand même une structure narrative assez originale et assez inédite pour l'époque. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est propre au film noir, le fait d'avoir des structures en flashback. Et Billy Wilder était un grand réalisateur de films noirs, même s'il a fait d'autres choses après, on va en reparler. Mais donc ce procédé très très travaillé, qui consiste à avoir autre chose juste qu'une narration linéaire, c'était vraiment très 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 nouveau pour 1950. Et en plus, la manière dont Billy Wilder le fait est encore plus originale parce qu'il s'autorise quand même pas mal de liberté. Déjà, toute la narration est faite par quelqu'un qui est mort, donc techniquement, il faut pas trop se poser de questions, quoi. Et puis, je vous ai entendu rire aussi au moment où il est en train de nous raconter son histoire en voix off et puis il s'interrompt parce qu'il est sur le point d'être pourchassé par les collecteurs de dettes et il fait « Oh oh !» Et donc là, la voix off s'arrête un petit moment. Donc ce jeu entre la narration, le narrateur et le spectateur, qui va aussi revenir à la fin avec Norma qui regarde l'écran et qui parle directement au public, tout ça, c'est une manière de briser le quatrième mur qui est extrêmement novatrice à l'époque et qui rend le film encore plus ludique malgré sa noirceur. Fun fact, la scène d'ouverture du film, à la base, devait se situer à la morgue avec le cadavre de Joe Gillis qui est sous un drap blanc et qui commence à nous raconter justement comment il a atterri là. Mais apparemment, ça n'a pas super bien marché pendant les projections tests, puisque le public trouvait ça vraiment très très drôle. Mais du coup, on perdait la dimension un petit peu noire et un petit peu sombre que Billy Wilder voulait conserver. Et donc, comme ça faisait un peu trop pencher le film vers de la pure comédie, et que certains membres du public étaient un peu interdits face à cette ouverture, il a décidé de la couper et de faire quelque chose d'un poil plus simple avec donc juste l'image du cadavre dans la piscine. On va parler un petit peu des personnages. Évidemment, le narrateur, c'est Joe Gillis, qui est joué par William Holden, qui lui-même était un acteur un petit peu has-been au moment où il a été embauché pour jouer dans ce film. Et tout le casting, en fait, vous l'avez vu au générique, mais tout le casting regorge de références au vieil Hollywood. Et donc, Joe Gillis, c'est un scénariste fauché, qui n'a rien écrit pour les studios depuis longtemps et qui est donc condamné à écrire des histoires originales. Et au début du film, il est pourchassé par des collecteurs de dettes qui veulent lui prendre sa voiture. Et donc, un jour, en pleine narration de cette histoire, il se rend compte que les collecteurs de dettes sont à ses trousses et il va se réfugier dans l'allée de ce qui lui semble être un manoir abandonné sur Sunset Boulevard. Alors, je ne sais pas si parmi vous, il y a des gens qui sont allés récemment sur Sunset Boulevard à Los Angeles. Ouais. On est d'accord, ça ressemble plus trop à ça. Moi, j'y étais récemment et c'est beaucoup plus des McDo et des parkings. Que cette grande allée pleine d'arbres. Alors après, là, c'est dans les 10 000, son manoir, et c'est effectivement dans une partie de Sunset Boulevard qui est un petit peu plus isolée dans les collines. C'est pas loin du manoir de Hugh Hefner, pour référence. C'est aussi pas loin du Château Marmont. Donc c'est vraiment dans une partie d'Hollywood qui est quand même un petit peu plus cossue. Mais clairement, l'environnement a beaucoup changé. Et c'est évidemment pas un hasard que Billy Wilder situe le film là et lui donne même son titre, puisque Sunset Boulevard, c'était vraiment un endroit où résidaient beaucoup de stars et d'anciennes stars. C'était pas loin des studios. Et donc, quand Hollywood a commencé à se bâtir, avec les premiers studios, il y avait beaucoup de gens qui travaillaient dans le cinéma, qui se sont installés à côté. Et puis, évidemment, les années 20 sont arrivées, une certaine décadence à laquelle le personnage de Joe fait référence. Et donc, toutes ces stars démesurément riches se sont fait bâtir des manoirs complètement absurdes dans ce quartier de Sunset Boulevard. Et donc, évidemment, comme le film parle du monde du cinéma et du monde du cinéma très spécifique de cette époque, il ne pouvait que se situer sur Sunset Boulevard. Et donc, il arrive dans ce petit manoir abandonné, avec ses palmiers tout dépressifs, tout secs, sa piscine vide, remplie de rats. Il parle aussi du spectre d'un court de tennis. Donc vraiment un endroit qui est totalement délabré, mais qui n'est pas abandonné, puisqu'il y a 2 personnes qui y vivent.
Max, le serviteur, et Norma Desmond. Alors, il faut qu'on parle de Norma Desmond. Est-ce qu'elle vous a plu ou pas ? Bon, c'est un personnage qui est vraiment absolument iconique et je pense que vous avez très vite compris pourquoi. C'est une meuf qui se fait encore plus de films que moi, je pense. Et c'est un peu la drama queen ultime. C'est vraiment la définition du mot extra. C'est Norma Desmond. Elle a tellement de bijoux que je pense si on la pousse dans une flaque, elle coule, elle se noie. Elle a vraiment, c'est la OG Sugar Mommy. Elle a tellement d'argent qu'elle sait plus quoi en faire. Donc voilà, elle va se payer progressivement les services de Joe et s'attacher un petit peu trop à lui. Et puis, moi, je pense que c'est un petit peu, une excellente méchante de cinéma. Je dirais que c'est un peu un mix entre le Joker et la méchante dans Blanche-Neige. Un peu toutes les méchantes Disney, en fait. Et d'ailleurs, je pense que beaucoup de méchantes Disney ont aussi été inspirées par Norma Desmond. Et donc, elle n'est pas forcément très sympathique, mais personnellement, moi, je l'aime beaucoup, parce que c'est un personnage très camp. Je pense même que c'est la quintessence du camp, puisque c'est un personnage qui se prend tellement au sérieux que ça lui donne une dimension comique dont tout le monde autour d'elle va un petit peu vouloir rire. Bon, il faut préciser aussi que quand on la rencontre, elle est en train d'enterrer un singe, son singe de compagnie, et qu'elle veut absolument qu'il ait un cercueil blanc avec du satin et de la soie, donc clairement une femme de goût. Et elle est tout simplement iconique. Enfin, les tenues, tout de suite, quand on la rencontre avec le turban, les lunettes de soleil, ses immenses fossiles, son goût pour le léopard. Elle a un lit en forme de navire, quand même, assez remarquable. Et donc, Norma Desmond, vous le savez sans doute, a inspiré beaucoup de drag queens. Et on comprend aussi très, très vite pourquoi, puisque c'est un peu une drag queen elle-même. Personnellement, si je pouvais me procurer son peignoir en tulle, avec les pois blancs là, mais je serais la plus heureuse des femmes. Et donc, personnellement, moi, je la trouve un peu goals, même si, certes, c'est une meurtrière et aussi une femme extrêmement abusive et toxique qui fait du chantage au suicide à Joe pour pas qu'il la quitte. Mais je note quand même qu'elle ne travaille ni avant 10h, ni après 16h30. Et son quotidien, globalement, c'est se prélasser en peignoir sur son canapé, entourée de grandes photos d'elle-même. Et de temps en temps, regarder son home cinéma qui, alors certes, maintenant, c'est peut-être un peu plus répandu, mais à l'époque, je pense que c'était un peu particulier d'avoir bâti un cinéma chez elle. Et donc, elle se fait des films d'elle-même, évidemment, qu'elle regarde avec beaucoup d'admiration. Je pense qu'elle, pendant le Covid, elle aurait cartonné. Enfin, le confinement est fait pour elle, en fait. La meuf a inventé Netflix. Elle est prête, quoi. Et ce qui fait l'attrait de ce personnage, évidemment, c'est sa grandiloquence. Enfin, j'imagine que c'est ça qui vous a plu aussi. Et moi, ce qui me plaît, c'est que c'est un personnage qui est plein de contradictions. Parce qu'elle a cette grandiloquence, elle a cette assurance, qui est assez inspirante, au final. Elle croit vraiment en elle-même. Mais en même temps, elle est extrêmement fragile. On apprend qu'elle a fait plusieurs tentatives de suicide. Ça la rend aussi assez toxique, mais elle est assez touchante. Elle vit complètement recluse parce qu'elle a peur de se confronter au monde réel, qu'elle a été très abîmée en fait par le fait d'être oubliée par le public, puisque c'est une star du muet qui donc est devenue obsolète dans le monde du cinéma parlant. Et puis elle est pathétique dans le sens où elle est quand même amoureuse d'un homme qui très clairement n'est pas amoureux d'elle et elle n'a pas l'air de le comprendre. C'est-à-dire que peut-être qu'au début c'est un petit peu intéressé, sa manière de le payer, mais à la fin on a vraiment l'impression qu'elle est complètement prise dans cette fiction amoureuse avec Joe et qu'elle ne peut pas comprendre pourquoi il la quitterait. Et donc moi personnellement je la trouve très très touchante et je peux pas m'empêcher de l'aimer malgré ses quelques petits défauts. Parce que voilà, pour moi, c'est une figure qui est vraiment profondément tragique, qui a été rongée par la célébrité, puis la célébrité qu'on lui a retirée. Et puis, même si le film est extrêmement bien écrit et que donc ça fuse dans tous les sens niveau réplique, c'est quand même elle qui a les répliques les plus incroyables de ce film. Alors j'en ai noté quelques-unes, vous me dites si j'en ai oublié, mais déjà, je suis une grande star, ce sont les films qui sont devenus petits, absolument incroyables. Il y a aussi le moment où elle dit « mes yeux savent tout exprimer ». Et alors c'est vrai que elle a des yeux assez captivants, puisque voilà, elle déplore en permanence la fin du cinéma muet. Elle va aussi dire mais à l'époque, on n'avait pas besoin de dialogue, on avait des visages. Et les visages, ça n'existe plus aujourd'hui. Et évidemment, mon préféré, personne ne quitte une star. C'est ça qui en fait une star. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui vous ont particulièrement marqué, mais moi, c'est celle que j'ai notée en tout cas. Et puis, ce qui est encore plus tragique et poétique avec le personnage iconique de Norma Desmond, c'est sa dimension méta. Parce qu'il faut savoir, si vous ne le savez pas, que Sunset Boulevard, c'est à la fois un film noir et un méta-film noir.
puisqu'en fait, c'est une parodie sur le monde du cinéma. Et donc, c'est un peu le Scary Movie de 1950. D'ailleurs, personnellement, je n'ai pas toutes les refs et je vois défiler en fait plein de références dans le film que j'ai pas parce que c'est vraiment foisonnant et que je connais pas assez bien cette période du cinéma pour pouvoir vraiment tout repérer. Mais il y en a quand même énormément. Et on voit déjà tout l'aspect satirique à travers les interactions de Joe et les gens qui travaillent au studio, et notamment Sheldrake, donc, qui est un excellent producteur puisqu'il a un ulcère. Qui dit que c'est lui qui a refusé de produire Autant en emporte le vent parce qu'il trouvait que la guerre de sécession c'était super chiant. Et c'est une vraie histoire. Hein, donc clairement, en fait, il y a plein de choses dans le film qui sont absolument ancrées dans la réalité et c'est ça qui le rend encore plus brillant. Et donc, Billy Wilder, il a ce regard très grinçant sur Hollywood parce qu'à la base, lui, il a grandi en Autriche, il n'est pas américain. Et il s'est exilé après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, d'abord très brièvement en Europe et puis très vite aux États-Unis. Il parlait pas anglais, donc il a appris vraiment sur le tas à bien maîtriser cette langue. Et c'est d'autant plus impressionnant que le mec s'est retrouvé avec plusieurs Oscars du meilleur scénario quand même. Et donc, de fil en aiguille, une fois qu'il arrive aux États-Unis, il finit par signer un contrat avec la Paramount. Donc Paramount qui joue un rôle crucial dans le film. Et très rapidement, donc ça, il commence à travailler sérieusement à Hollywood à la fin des années 30. Et en 1944, il réalise et il écrit Assurance sur la mort, qui est considéré parfois comme le plus grand film noir. Et le film noir par excellence. Donc c'est déjà un film qui va lui assurer un certain succès et c'est aussi un des rares réalisateurs à l'époque qui va avoir carte blanche, vraiment pour faire ce qu'il veut, puisque, vous le savez sans doute, dans l'époque du vieil Hollywood, c'était les producteurs qui avaient tout le pouvoir. Mais lui, c'était un cinéaste qui avait quand même beaucoup de pouvoir créatif, en tout cas de liberté créative. Et juste après Assurance sur la mort, il va faire Le Poison, un autre film noir qui lui vaut, alors qu'il n'est qu'en début de carrière, 4 Oscars, dont meilleur film et meilleur réalisateur. Donc là, ça devient un réalisateur vraiment incontournable et notamment un réalisateur de films noirs incontournable. Et puis Norma Desmond, donc ce personnage absolument emblématique dont on parlait, elle est incarnée par Gloria Swanson. Gloria Swanson qui elle-même était une immense star du muet et une immense star de la Paramount, comme dans le film. Et elle avait décidé d'arrêter sa carrière 15 ans avant Sunset Boulevard. Donc elle, c'était vraiment une décision consciente qu'elle a prise parce qu'elle sentait que justement elle devenait obsolète avec l'arrivée du parlant. Et donc elle a préféré se retirer volontairement, mais on lui a proposé ce rôle. Et je ne sais pas si vous savez qui est le réalisateur qui a permis à Gloria Swanson d'atteindre la gloire, de devenir célèbre à Hollywood dans le monde du muet. C'était Cecil B. DeMille, qui joue son propre rôle dans le film. Donc, Monsieur 2000 a permis à la vraie Norma Desmond de devenir une star, comme dans le film. Et c'est donc Sunset Boulevard qui, ironiquement, va offrir à Gloria Swanson le genre de comeback que Norma Desmond rêverait d'avoir. Et donc, Gloria Swanson, elle va être nommée aux Oscars pour ce rôle en 1951. Elle était face à Betty Davis, qui était dans All About Eve la même année. Et finalement, la rumeur dit que ces deux candidates se sont un petit peu annulées parce que c'était des femmes un peu plus matures à Hollywood. Et donc, c'est, à la surprise de tout le monde, une actrice qui s'appelle Jodie Holliday qui va gagner l'Oscar. Donc, malheureusement, Gloria Swanson n'a pas eu l'Oscar pour ce film. Mais elle a quand même eu un très, très beau comeback. Et je pense qu'aujourd'hui, justement, Sunset Boulevard est tellement rentré dans la postérité que quand on se souvient de Gloria Swanson, c'est principalement pour Sunset Boulevard. C'était pas le premier choix de Billy Wilder, Gloria Swanson. Il a d'abord proposé le rôle à d'autres grandes stars du muet, notamment Greta Garbo, Mae West et Mary Pickford. Elles ont toutes refusé, principalement par vanité, puisque c'est quand même un rôle qui leur demandait justement de se confronter au pire cauchemar de toute actrice, c'est-à-dire l'obsolescence. Et en fait, quand Gloria Swanson finalement a accepté le rôle, Billy Wilder a carrément réécrit plusieurs aspects du personnage pour coller vraiment à Gloria Swanson. Par exemple, la réplique « Sans moi, la Paramount n'existerait pas ». C'est un truc qu'a vraiment dit Gloria Swanson quand elle a fait son premier essai avec Billy Wilder. Et il a trouvé ça tellement génial qu'il l'a rajouté dans le script. Et c'est vrai que c'est assez génial et c'est totalement vrai. Gloria Swanson a joué un rôle vraiment immense dans le succès du studio Paramount. En plus, Norma Desmond, donc, c'est un personnage emblématique dans le film, mais ce rôle est aussi emblématique. Pourquoi ? Parce que jouer un rôle principal comme ça, pour une actrice de 51 ans, à l'époque, ça n'existait quasiment pas. C'était juste pas possible. Déjà, encore aujourd'hui, on dit que c'est plus compliqué pour les femmes d'un certain âge à Hollywood de perdurer. Mais alors, imaginez en 1950. Et si vous pensez par exemple à Whatever Happened to Baby Jane avec Betty Davis et John Crawford, qui est connu aussi comme le film qui a remis un peu
au centre de l'affiche 2 actrices plus âgées, c'était plus de 10 ans plus tard, c'était en 1962. Et Bette Davis, elle avait 10 ans de moins que Gloria Swanson. Donc c'était vraiment assez unique de voir une actrice d'âge mûr s'emparer d'un rôle comme ça. Et donc, évidemment, cet âge va être un point crucial de l'intrigue. Et si vous pensez que l'aspect méta du film s'arrête au personnage de Norma et à la présence de Cecil B. DeMille, réalisateur de légende, c'est pas le cas. Alors bon, Cecil B. DeMille, quand même, il faut dire que c'était aussi une des figures les plus importantes de la Paramount et de l'histoire d'Hollywood. C'est lui qui a réalisé le premier long métrage hollywoodien. Et en fait, quand il s'est installé à Hollywood dans les années 10, Hollywood, c'était une petite bourgade, en fait. Enfin, il y avait vraiment quasiment rien. Il a loué une grange pour tourner ce premier long métrage. Cette grange est devenue un studio et progressivement, ce studio est devenu la Paramount. Donc, il faisait partie des co-fondateurs de la Paramount. Donc, vraiment, Cecil B. DeMille, une énorme légende du cinéma, qui ici se joue lui-même. Et d'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais dans le film, il a un rôle assez sympathique, puisque il essaye un peu de ghoster Norma Desmond, mais on sent qu'il a énormément d'affection pour elle et qu'il comprend un petit peu pourquoi elle a vrillé. Et donc il raconte que sa fin de carrière a été assez difficile. Et d'ailleurs, pareil, le petit surnom qu'il emploie quand il voit Norma arriver, Young Fella, c'était vraiment le surnom que Cecil B. DeMille employait pour Gloria Swanson. Donc encore une fois, on colle très très près à la réalité et je pense que c'était d'autant plus frappant de voir ce film justement dans les années 50, puisque les références étaient immédiates. Et alors, il n'y a pas que Cecil B. DeMille dans le rôle qui se joue lui-même ou qui joue un avatar. Il y a aussi Max, le domestique et fidèle serviteur et ancien mari de Norma Desmond, qui est joué, je ne sais pas si vous le savez, par Erich von Stroheim, qui était un réalisateur emblématique du cinéma muet et qui avait dirigé la vraie Gloria Swanson dans ses films, qui avait aussi contribué à l'essor de sa carrière. Donc c'est extrêmement poignant de voir tous ces personnages-là et toutes ces figures réelles du cinéma des années 40 et du cinéma muet se retrouver dans un film qui va commenter justement leur passé commun. Vous avez sans doute repéré aussi Hedda Hopper. Elle est un personnage dans le film, mais elle est jouée par la vraie Hedda Hopper, qui était actrice, mais qui était aussi et surtout une grande chroniqueuse de l'époque, chroniqueuse de ragots, sans doute la plus redoutable avec Louella Parsons. Et donc là, on la voit faire ce qu'elle faisait dans la vraie vie, c'est-à-dire raconter une histoire absolument tragique et glauque au téléphone, en temps réel, avec absolument zéro scrupule, même si je trouve ça assez touchant de la voir être émue quand elle voit un peu la déchéance de Norma à la fin. Et donc, il faut quand même préciser que Hedda Hopper, c'était une figure extrêmement puissante à Hollywood grâce à ses chroniques, mais aussi parce que elle était très conservatrice et elle était pote avec un certain Joseph McCarthy. Et donc, elle a contribué aux purges anticommunistes d'Hollywood qui commençaient à se produire un peu à la même période. Elle s'en prenait beaucoup à Chaplin, notamment dans ses chroniques, et elle a contribué à ce que Dalton Trumbo soit mis sur la liste noire d'Hollywood dans les années 50. Donc, un personnage assez peu recommandable. Et donc, tous ces personnages-là vont se retrouver dans un film noir qui est aussi un commentaire sur le film noir. Alors, on en parlait un petit peu au début, le film noir, en fait, c'est assez fluide comme genre, parce que ça peut en regrouper plein d'autres, mais il y a quand même des éléments qui sont vraiment centraux. Là, il n'y a pas d'enquête et il n'y a pas d'intrigue policière, ce qui peut être quand même assez fréquent dans un film noir, mais il y a du sordide, puisqu'il y a un meurtre au début. On a ces décors qui sont assez étouffants et inquiétants, qui sont vraiment constitutifs du film noir. Et évidemment, toute la noirceur, tout l'aspect très sombre de ce cinéma, qui a été beaucoup importé par les cinéastes européens, et notamment Billy Wilder, est très très constitutif du genre. Ce qui est aussi très caractéristique du film noir, c'est l'ambiguïté morale des personnages, parce que là, même Joe Gillis, il n'est pas particulièrement blanc dans ses comportements. Et puis, l'aspect crépusculaire, littéralement, ça se passe sur Sunset Boulevard, mais c'est aussi un film qui est très sombre visuellement, qui est un peu crade même dans la manière dont il est filmé parfois. Pour l'anecdote, le directeur de la photo, apparemment, mettait de la poussière sur l'objectif quand il voulait filmer la maison pour lui donner un aspect encore plus cracra et encore plus moisi, en fait. Vraiment pour que la maison ait l'air encore plus délabrée. Et puis, si on veut vraiment aller dans une interprétation un peu plus lointaine, on peut dire quand même que ce film, c'est la rencontre entre deux cadavres. Le cadavre de Joe qui va nous raconter toute l'histoire et le cadavre de Norma Desmond qui se laisse totalement pourrir dans ce manoir et qui attend la mort et qui a déjà un peu connu la mort de sa carrière et qui n'arrive pas vraiment à s'en remettre, quoi.
Et évidemment, vous l'aurez peut-être compris, mais Norma Desmond, c'est une femme fatale. Alors, dans le film noir, il y a souvent des femmes fatales, mais qui ne sont pas vraiment perçues comme Norma Desmond. Elles vont être beaucoup plus sexy, plus jeunes. Mais au final, c'est quand même des femmes qui vont avoir un aspect vénéneux et très dangereux, et évidemment fatal. Et là, c'est totalement le cas. Mais ce que ça prouve avec ce nouveau type de femme fatale, c'est que justement, Sunset Boulevard arrive aussi au crépuscule du film noir. C'est-à-dire qu'on est déjà dans un film noir qui est un peu ressassé, rebooté, puisque ça fait maintenant une bonne décennie que les films noirs dominent Hollywood. Et l'année de 1950, il y en a vraiment plein au cinéma, mais ils sont faits par des cinéastes qui ont eux-mêmes bouffé du film noir et qui donc essayent déjà de créer un commentaire sur le film noir et de réinventer un peu une nouvelle version. Donc on est dans un néo-film noir. Et d'ailleurs, la carrière de Billy Wilder, après ça, va dévier vers autre chose. Donc on est vraiment sur la fin de l'âge d'or du film noir avec ce film-là. Et puis je pense, le truc le plus représentatif, c'est quand même la plongée vers la folie, la descente aux enfers de Norma Desmond. Je pense que c'est son aspect le plus célèbre, peut-être celui que vous connaissiez d'ailleurs déjà avant d'avoir vu le film, c'est sa fin. Cette fin qui est absolument incroyable. Je me lasse pas de la revoir. Vraiment, elle est tellement géniale. Elle est tragique, elle est camp, elle est violente puisque donc Norma Desmond, de jalousie, finit par tuer Joe, qu'elle employait un peu comme gigolo depuis un certain temps. Elle ne supporte pas d'être quittée, donc elle va le tuer. Et alors que la police vient pour l'arrêter avec des équipes de télé, elle entend le mot caméra et elle se dit qu'en fait, elle s'apprête à tourner une scène de son nouveau film. Et donc, il y a cette scène absolument tragique et en même temps comique où on la voit descendre lentement l'escalier avec les caméras qui tournent, avec la lumière, sous le regard un peu effaré et plein de pitié de tous ces gens qui sont venus là pour voir une meurtrière et qui voient en plus une star déchue. Et on sait à quel point on prend plaisir à voir des stars qui ont été élevées au sommet et ensuite être complètement perdues, oubliées et puis abîmées par le temps, etc. Et donc là, on sent qu'il y a tout ce plaisir un petit peu voyeuriste de tous les gens autour d'elle. Et puis il y a cette citation finale absolument légendaire. Monsieur 2000, je suis prête pour mon gros plan. Vous connaissiez, j'imagine, déjà la citation ? Non, pas tout le monde. Vous avez trouvé ça bien ? Moi, je trouve ça vraiment brillantissime. Moi, je sais même pas comment en fait j'ai entendu cette citation pour la première fois. Honnêtement, c'était peut-être Drag Race. Mais oui, parce que en fait, Sunset Boulevard est une référence quand même assez fréquente dans Drag Race et comme je le disais pour les drag queens. Mais voilà, cette fin où le personnage bascule totalement dans la folie et où la femme fatale perd totalement pied et est totalement déconnectée de la réalité, évidemment, c'est aussi une grande signature du film noir. Et si vous avez vu Mulholland Drive, il y a aussi quand même pas mal de similitudes avec la fin de Mulholland Drive. Et donc, comme je le disais, Billy Wilder, après ce film-là, il atteint aussi un petit peu le paroxysme de tout ce qu'il peut faire avec le film noir. Il a déjà gagné des Oscars pour tous ses autres films noirs. Et donc, il va avoir une deuxième carrière assez différente. Et c'est peut-être cette partie de sa carrière que vous connaissez mieux, puisqu'il va faire beaucoup de comédies. Il va faire Sabrina en 1954 avec Audrey Hepburn. Et puis, il va faire plusieurs films iconiques de Marilyn Monroe. D'abord, 7 ans de réflexion, juste après, en 1955, et Certains l'aiment chaud, en 1959. Je pense que c'est peut-être son film le plus connu, en fait, 7 ans de réflexion et Certains l'aiment chaud. Et puis La Garçonnière, en 1960, que moi, j'avais découvert pour mon autre podcast, Ami, qui comportait quand même encore quelque chose de très sombre et une certaine distance, je trouve, avec ce qui se faisait dans le cinéma à l'époque. Et je pense que Billy Wilder a toujours été assez visionnaire, en fait, et dans tous ses films, on peut trouver des choses qui ont impacté vraiment la pop culture jusqu'à aujourd'hui. Et La Garçonnière en 1960, ça va vraiment être la consécration pour Billy Wilder, qui manquait pas d'Oscars sur sa cheminée, il en avait déjà pas mal, mais avec celui-là, il récolte les Oscars du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original, et c'est un petit peu aussi la fin. Il va faire d'autres films après. Mais après les années 60, il va se retrouver un petit peu perdu puisque le vieux système du vieil Hollywood et le système de studio va se déliter un petit peu et va laisser place au nouvel Hollywood dans les années 70. Et le déclin des studios traditionnels qui avaient évidemment porté sa carrière va lui causer du tort et il va vraiment plus s'y retrouver là-dedans. Et donc il va sortir son dernier film en 1981. Il s'appelle Fedora, je crois, et je l'ai pas vu. Et il meurt 20 ans plus tard, en 2002. Donc il va vraiment arrêter d'être actif bien avant la fin de sa vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on retient beaucoup Billy Wilder pour ses comédies, même si Sunset Boulevard reste souvent cité comme un des films les plus influents de l'histoire du cinéma. Bon, évidemment,
C'est absolument sublime, la photographie. Enfin, il y a des plans, le plan où justement à la fin on voit Norma qui surplombe Joe, encadré par les grilles de la porte. Mais c'est absolument incroyable. Il y a tous ces jeux sur les miroirs aussi, où il y a un personnage au premier plan avec un autre personnage qu'on voit juste dans le reflet du miroir. Et puis il y a une noirceur en fait vraiment extrême dans ce film. Enfin, par exemple la scène où il y a les musiciens en bas qui sont en train de jouer Ce n'est qu'un au revoir, alors que Norma à l'étage vient de se tailler les veines et qu'elle est en train de pleurer. Et il y a quelque chose de vraiment très 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 cruel dans ce film qui, je pense, indique aussi le fait que Billy Wilder avait atteint le bout de quelque chose avec ça. Il pouvait pas aller beaucoup plus loin dans le cinéma sombre et donc il est passé à autre chose dans les années 60. Mais ce film-là, en fait, il a impacté. On a déjà parlé, voilà, Mulholland Drive, je pense que c'est une des références les plus évidentes. Toute la carrière de David Lynch, en fait, puisqu'il cite souvent Sunset Boulevard comme son film préféré, sa référence ultime, le personnage de Gordon Cole dans Twin Peaks, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi, je dirais, The Substance, en fait, encore aujourd'hui, enfin, un des films les plus récents, où on peut encore sentir la patte de Sunset Boulevard avec Norma qui essaye de modifier son apparence dans toute la fin du film parce qu'elle veut absolument retrouver sa carrière. Et puis, c'est une star déchue qui veut retrouver sa gloire passée et qui est une figure pathétique auprès de tout le monde parce que justement on la considère comme trop vieille, exactement comme Demi Moore dans The Substance. Et d'ailleurs la trajectoire de Demi Moore avec ce film qui lui a permis d'aller jusqu'aux Oscars et donc de faire un comeback elle aussi, de prouver qu'elle pouvait faire autre chose de sa carrière. Enfin, tout ça en fait c'est des couches de méta sur méta sur méta. Moi, j'ai aussi vu une référence dans The L Word. Je ne sais pas s'il y a des fans de The L Word par ici, mais le début de la dernière saison s'ouvre avec un cadavre dans la piscine. Et je pense très clairement, en plus, cette dernière saison se situe dans l'univers du cinéma. Ça devient aussi très méta, puisque Jenny devient réalisatrice, etc. Et donc, je pense que très clairement, Sunset Boulevard a impacté cette dernière saison. Mais il y en a plein d'autres. D'ailleurs, je n'ai pas tout noté, mais je ne sais pas si vous en avez. Enfin, si là, en voyant le film... ouais. Pearl, non. Pearl, exactement, voilà. Bah oui, je suis une star, on ne quitte pas les stars, tout ça. Oui, Pearl aussi, référence évidente. Donc voilà, enfin vraiment, il y en a des milliers et je pense que ça peut aussi se jouer dans la photo, dans l'écriture, dans le mélange des tons, dans le mélange de quelque chose de très noir avec quelque chose de très comique. Mais voilà, je ne sais pas si j'en ai raté d'autres, des références. Enfin, je pense qu'il y en a des masses, mais... alors, il y a un micro si tu veux le prendre. Ouais, moi je sais pas si c'est vraiment valable, mais au tout début, quand on la découvre et qu'elle est en train de fumer sa cigarette et qu'on découvre son porte-cigarette, ça m'a fait penser au tableau de Phoebe dans Friends, les tableaux horribles là vers la fin. Ah Je sais pas si c'est valable, mais ça m'a fait penser à ça. Moi, je prends tout. À un moment, il dit non, mais évidemment que vous avez 22 ans, bravo, 22 ans, c'est le meilleur âge. Moi, j'y vois une référence à Taylor Swift, très clairement. Donc. Bravo, voilà. Moi, on prend tout. Les références, ça marche dans tous les sens. Et c'est ça qui est génial. Et moi, ça m'a donné envie de voir plus de films de cette époque, justement, pour capter les références. Il y a aussi toute la scène, vous savez, avec Betty, où ils sont dans la cuisine ou la salle de bain, et où ils échangent, en fait, des répliques de films. Je suis pas sûre d'avoir la ref de cette scène-là. Je sais pas si quelqu'un l'a chopé. Et puis évidemment, ah oui, vous avez vu Buster Keaton aussi qui joue aux cartes. Voilà, enfin vraiment le brio de ce film pour faire intervenir des stars du muet qui avaient aussi perdu en fait beaucoup de leur aura au moment où ce film est sorti, c'était génial. Ouais. Et puis son déguisement en Charlie Chaplin aussi. Son déguisement en Charlie Chaplin, ouais, évidemment. Et d'ailleurs, c'est aussi un truc que Gloria Swanson a fait dans un film. Et je crois aussi que le film d'elle-même qu'elle visionne, c'est un vrai film de Gloria Swanson. Voilà, puisque bon, les effets spéciaux, évidemment, en 1950 étaient un peu plus limités. Donc c'est comme voilà pour les photos, c'est des vraies photos d'elle-même. Mais ouais, moi je trouve ça génial. Ouais. Alors si vous voulez prendre le micro, je vous fais confiance pour faire la queue leu du micro. Et dans ce rapport-là à un cinéma passé à revisiter, dans la discussion, je pense à Once Upon a Time in Hollywood, ouais. Où pareil, je voyais les références défiler et je les avais pas. Et on se dit bien que derrière certaines scènes, il y a une ref et que on voit très bien le méta à l'œuvre sans partager la ref pour autant. Ouais, totalement. Et d'ailleurs, je pense aussi que Tarantino, évidemment, il a Sunset Boulevard en tête quand il fait un film comme ça, parce que c'est un film somme qui parle aussi de cette époque-là du cinéma. Donc ouais, c'est sûr et certain. Moi, je me suis demandé, en fait, j'ai revu Sabrina il n'y a pas hyper longtemps, et du coup, le cours de tennis, j'ai eu l'impression que c'était le même.
Et je me suis demandé du coup si c'était pas le même décor, parce que dans Sabrina c'est aussi une grande villa avec le grand garage. Mais c'est en intérieur. Ouais, et du coup je me suis posé la question, je sais pas si c'est vrai, mais... J'ai pas la réponse, mais très bien observé. Moi, ça fait longtemps que je l'ai pas revu Sabrina, donc j'avais pas du tout chopé ça, mais c'est fort possible. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, c'est que là aussi, le film noir était un genre un peu à part à cette époque, parce que c'était aussi un genre qui a infusé un peu plus de réalisme au Hollywood de l'époque, où en fait, on tournait de plus en plus dans des décors réels. Et la plupart des décors qui sont utilisés dans Sunset Boulevard étaient des vrais décors et non pas des décors de studio. Et donc, il y avait une volonté de réalisme qui venait aussi justement des Européens, qui venait contrer un petit peu le côté trop sucré du cinéma américain. Quoi. Bonjour, donc je viens de découvrir ce film, donc merci beaucoup pour ça. Avec plaisir. Et, oui, je me disais que j'étais pas forcément d'accord avec cette interprétation du personnage de Norma comme d'un prototype de grande méchante. Enfin, tu l'as dit, je trouve qu'elle est très touchante et qu'il y a une certaine tendresse au contraire pour le personnage. Et je trouve que personnellement, le couple de pseudo-jeunes premiers était assez antipathique. Et, et que aussi, oui, ok, c'est Madame Diloulou, mais elle est pas devenue Diloulou toute seule. Et en fait, c'est une femme à laquelle tout le monde ment, en fait. Donc effectivement, si on se met à sa place, c'est logique qu'elle croit qu'on l'admire encore alors qu'elle reçoit des lettres de fans. Et de fait, il y a ces scènes qui sont assez ambiguës où on voit que quand elle retourne dans le studio, en fait, les gens, de fait, l'ont pas oubliée. Et de fait, elle a encore une cour d'admirateurs qui se réunit autour d'elle. Donc des fois, je trouve que c'est très très bien fait parce qu'on se met à penser comme elle en se disant mais si ça se trouve un comeback ça marcherait, pourquoi il lui propose pas un rôle? Donc ouais, c'est vrai que je trouve que c'était assez fin par rapport à ça et que oui finalement elle entretient ce mensonge, mais c'est pas que elle qui l'entretient, c'est tous les gens autour d'elle finalement. Donc non, je suis complètement d'accord avec toi et je pense que c'est tout ça et c'est ça qui fait que le personnage est génial et qu'il a pas vieilli et qu'on l'aime toujours autant. Moi je suis extrêmement touchée par elle. En même temps je me dis qu'il y a quelque chose de si toxique dans sa manière de se comporter et que si on inversait les genres, par exemple, sa manière de se comporter avec Joe est quand même catastrophique. Elle est très touchante, mais elle fait du chantage au suicide et en même temps, on sent qu'elle a un véritable mal-être. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des gens qui sont très toxiques et abusifs sont touchants, charismatiques et c'est aussi pour ça qu'on s'attache à eux. Et donc, je pense qu'elle a toutes ces facettes-là, mais je suis d'accord, le moment où elle arrive à la Paramount est génial parce que là, on se prend de sympathie pour elle. On voit qu'en plus, il y a les petites mains du studio qui se souviennent très bien d'elle et qu'elle se souvient d'eux. Elle se souvient de leur nom, elle se souvient du portier, elle se souvient de l'éclairagiste et donc en fait, oui, là, on se dit, effectivement, c'est une grande star. Alors, il y en a certains qui pensaient qu'elle était morte, mais tout le monde est excité de la voir. Et d'ailleurs, je pense que ce serait un peu le cas aujourd'hui. Pareil, si on voyait, comme imaginons Demi Moore, qui n'avait plus rien fait depuis longtemps, mais en fait, si on s'aperçoit qu'il y a Demi Moore au salon de coiffure à côté, évidemment qu'on va péter un câble, quoi. Et donc, je pense qu'il y a ce truc-là, comme tu le dis, qui est très fin, parce qu'on voit qu'elle a une aura qui persiste. Et même auprès de Joe, en fait, son magnétisme, il est réel. Elle s'invente pas sa star quality. Elle a vraiment quelque chose de complètement captivant. Elle est sublime physiquement, et puis elle est très charismatique, elle a le sens de la formule, et dès leur première rencontre, on voit qu'il est très amusé par elle, et que, ok, il se dit elle est un peu folle, mais il se dit aussi qu'elle a un esprit très vif, et qu'elle est marrante, quoi. Et donc, ouais, je suis d'accord, il y a tous ces aspects-là du personnage qui font qu'à la fin, on est vraiment un peu perdu, parce qu'on ne sait pas vraiment vers qui tourner notre allégeance, et qu'à côté de ça, Joe, lui, il profite un peu d'elle, et quand il va y conduire Betty à la fin, on sent que ça lui fait de la peine et que d'ailleurs il en a ras-le-bol et il est écœuré par tout ce qu'il vient de vivre, mais il le pense aussi qu'en fait il a trouvé le bon plan et que c'est beaucoup plus facile d'utiliser cette pauvre vieille femme qui a plein d'argent que d'aller se mettre avec une jeune femme pleine d'espoir. Et en fait, ce serait vraiment le mauvais de l'histoire parce qu'il la piquerait à son ami qui est hyper sympa. Donc il y a vraiment beaucoup d'ambivalence dans tous ces personnages et oui, tu as raison de le souligner, mais pour moi, c'est quand même une grande méchante, mais parce que pour moi, tous les meilleurs méchants, ils ont cet aspect aussi très humain, tu vois. En fait, les méchants qui sont parfaitement inhumains et horribles et machiavéliques en permanence, je trouve que c'est plus difficile de les aimer et de continuer à les regarder quand on voit les films ou les séries en boucle. Et elle marche parce que justement, elle est très complexe, quoi. Et on voit qu'il reste pas forcément avec elle, non seulement par bonté d'âme ou par intérêt, mais qu'il y a vraiment aussi un peu quelque chose. Je vois que la scène où elle a tenté de se suicider, son visage est hors champ à ce moment-là, et sa voix en fait sonne très jeune et assez séduisante. Donc je trouve que c'est assez intéressant de voir qu'on est aussi un petit peu soumis à son magnétisme. En tant que spectateur. Totalement. Ouais, il est très ému et aussi de la voir comme ça, et on comprend. Alors, il est sous son emprise un petit peu financière et autres, mais évidemment, lui aussi, il est touché par elle. Et sinon, ça pourrait pas marcher. Ou il se serait barré dès les 3 premiers jours, quoi.
Donc, ouais. Et ce qui est encore plus fou, c'est que donc c'est une actrice. L'actrice avait véritablement 50 ans. Elle a 50 ans dans le film aussi, ce qui est quand même pas super vieux, et lui-même le dit. Mais il voulait vraiment créer un contraste immense entre le personnage masculin et cette vieille star déchue. Et d'ailleurs, les autres stars du muet auxquelles il avait proposé le rôle étaient plus âgées que Gloria Swanson. Visiblement, voilà, ils l'ont prise elle, donc ils ont adapté aussi à son âge. Mais ce qui est marrant, c'est que Billy Wilder, il voulait la maquiller pour qu'elle ait l'air plus vieille, pour créer un contraste encore plus fort entre les deux. Et en fait, Gloria Swanson a refusé. Elle a dit bah non, vous avez qu'à maquiller William Holden pour qu'il ait l'air plus jeune. Et ce que Billy Wilder a fait. Donc respect, franchement, déjà à l'époque, une icône féministe. C'est marrant aussi, tu as dit que le jeune couple te paraissait assez antipathique. C'est marrant parce que la scène où ils s'embrassent, il lui dit je comprends pas ce qui s'est passé, et elle lui dit que c'est lui qui est arrivé ou un truc comme ça. Et c'est une des répliques les plus utilisées dans les comédies romantiques, qui est devenue totalement nulle. Et d'ailleurs, ça s'est sorti dans la salle, il y a eu un peu une petite réaction de c'est bon, on l'a déjà entendu. C'est clair. C'est marrant parce que je pense que ça devait être presque une des premières fois en fait que cette réplique était utilisée comme ça. Et du coup, ça montre bien que le couple il tient pas, quoi. Ouais, je sais pas si c'était la première fois, mais c'est vrai que oui. Bah, en fait, même les cues musicales un peu à certains moments, j'ai senti dans la salle que voilà, c'est assez grandiloquent, et c'est vrai que maintenant on en a tellement vu et que c'est devenu camp, mais en fait je pense que c'était déjà un petit peu camp aussi dans ce film-là, puisque c'est un film qui se moque quand même de certains codes d'Hollywood. Donc je pense qu'il y avait déjà un certain recul un petit peu moqueur de la part de Billy Wilder, mais c'est vrai que oui. Et d'ailleurs oui, ils sont très niais. Enfin, moi c'est le moment que j'ai choisi pour aller aux toilettes. Je savais que il y a Betty qui revient, c'est bon, je peux rater les 5 minutes suivantes, même si je la trouve assez touchante comme personnage et qu'elle a de la répartie et que elle veut devenir scénariste. Enfin, je trouve que c'est un personnage qui est quand même assez intéressant. Mais oui, leur petite amourette est plus là pour pousser un petit peu plus Norma au bord du précipice, quoi. J'avais noté quelques bonnes répliques. Je ne sais pas si vous voulez en rajouter aussi, mais bon, j'en ai déjà cité pas mal. Mais moi, j'adore quand il dit, elle lui parle de son scénario, son histoire, et il lui dit, ça fera un tabac à la campagne. C'est tellement méchant pour tout le monde, mais j'adore. Et aussi la cruauté à la fin, après sa mort, quand il dit, on se serait cru à l'inauguration d'un supermarché. Enfin, vraiment, il y a plein de trucs, et à chaque fois que je le vois, je note de nouvelles répliques parce que je trouve quand même que ça va très très vite. Et donc, j'en découvre toujours plus. Il y en a une que j'adore, mais bon, c'est pour des raisons plus personnelles. Mais la première fois que j'ai vu le film, quand il dit "It was all very queer, but queer things were yet to come", comme évidemment le mot queer revêt un autre sens aujourd'hui, ça m'avait beaucoup beaucoup fait rire de le voir prononcer cette phrase. J'avais noté quoi d'autre? J'aime bien, elle déambulait sur les sommets vertigineux de sa gloire passée. C'est pas forcément une réplique marrante, mais c'est juste tellement bien écrit. Ah oui, aussi quand Betty lui dit mais je trouve que vous avez du talent, et il lui dit non mais ça c'était l'année dernière, cette année je veux gagner ma vie en fait. Ça c'est très 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 bien. C'est très scénariste, ça. Ouais, c'est très scénariste. Mais même dès le départ, quand il dit c'était pas quelqu'un d'important, c'était un scénariste, le mec qui est mort. Enfin, il y a quand même. Et d'ailleurs, je crois que le lieu qu'il a utilisé pour filmer l'appartement du scénariste au début de Joe, c'était un immeuble effectivement dans lequel beaucoup de scénaristes un peu fauchés vivaient. Enfin, vraiment, il s'est attaché à avoir un certain réalisme dans le film, et il faut le savoir maintenant puisque nous on se rend plus du tout compte, mais cet univers-là était vraiment exactement comme ça à l'époque, de ce que j'ai lu, puisque je n'y étais pas. Aussi, je crois que vous avez beaucoup ri quand les collecteurs de dettes au début, qui lui disent qu'ils vont tout lui prendre et tout, et il leur dit c'est pas gentil. J'aime bien. Juste pour revenir sur les références dont vous parliez tout à l'heure, moi j'ai trouvé, j'avais déjà vu le film, je l'aime beaucoup, et du coup merci beaucoup pour la projection, c'est trop chouette de voir des vieux films comme ça en salle. J'ai trouvé qu'il y avait pas mal de La Belle et la Bête de Jean Cocteau aussi, qui est pas si éloigné en plus en termes de, je crois, de production. C'est la fin des années 40, je crois, Cocteau. Oui, La Belle et la Bête, je me demande si c'est pas la même année en fait, non? Peut-être. En tout cas, je pense que c'est assez proche. Ouais. Et du coup, je trouve que l'inversion des genres est hyper intéressante parce que c'est un peu le même style. C'est quelqu'un qui débarque dans un vieux château où il est un peu pris au piège avec une espèce de personnalité très extravagante, limite flippante, limite attachante. Et en fait, le fait que ce soit inversé, que là, ce soit une femme qui le contraigne, qui soit très riche et que lui, il joue le jeu, ça crée des choses beaucoup plus modernes, tout ce qui a été dit auparavant, qui sont super intéressantes. Alors que dans le film de Cocteau, que j'aime beaucoup par ailleurs, il y a un côté très genré,
cliché un peu insupportable de la jeune fille qui s'est perdue, qui est prise au piège, qui tombe amoureuse de son bourreau. Et du coup, voilà, ça m'a vraiment fait penser à ça en le revoyant et je trouve ça hyper intéressant. Bien joué, effectivement. Là, c'est un peu le beau et la bête, mais c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle. Mais ce qui est intéressant aussi, je trouve, dans Sunset Boulevard, c'est que il y a aussi un réalisme quand même plus prononcé dans la mise en scène que dans beaucoup de films noirs, qui étaient très expressionnistes et qui jouaient beaucoup sur les ombres et la structure en fait architecturale des lieux. Et là, il y a quand même quelque chose d'un petit peu plus factuel dans la manière de filmer que je trouve intéressante, où là aussi, on sent qu'il s'éloigne un petit peu du style plus grandiloquent et qu'on va retrouver aussi peut-être chez Cocteau, qui joue sur le noir et blanc différemment. Mais après, c'est vrai que moi, c'est pas une période. Enfin, je m'y suis mise un petit peu tard, et donc j'ai pas mal de lacunes sur le vieil Hollywood en général. Donc j'essaye de rattraper petit à petit, mais et voir un film comme ça, j'ai l'impression que en fait c'est plein de portes d'entrée vers d'autres choses. Mais va falloir un petit moment avant de choper toutes les rêves, quoi. Mais merci beaucoup. Effectivement, je n'avais pas chopé ce parallèle-là. Non, mais c'est fou que tout à l'heure, tu aies parlé de All About Eve, parce que moi, je l'ai vu il n'y a pas longtemps, et je trouve qu'il y a énormément de parallèles aussi à faire entre les deux films. Donc, je trouve ça assez dingue qu'ils soient sortis la même année, qu'ils aient été tous les deux en compétition pour les Oscars, etc. Parce qu'il y a vraiment cette idée de la grande actrice déchue, même si ça parle de théâtre, plutôt dans All About Eve, et d'avoir aussi ce parallèle avec la femme plus âgée qui sait prendre un homme plus jeune, même si dans All About Eve, leur relation, elle marche, enfin, ils s'aiment vraiment, mais elle a justement peur de cette différence d'âge, d'avoir l'impression d'être perçue comme elle profitant d'un mec plus jeune, ou que cette relation soit perçue comme un truc un peu avec un gigolo, alors que c'est pas le cas. Et elle est justement très lucide sur sa situation. Mais du coup, je trouve qu'il y a un miroir hyper intéressant entre les deux films, avec des figures qui se ressemblent, mais qui sont en même temps complètement aux antipodes l'une de l'autre. Donc je trouve ça fou qu'il y ait eu ce moment où ces deux films soient sortis quasiment en même temps, avec aussi des actrices qui étaient considérées comme vieilles pour l'époque à Hollywood, quoi. Ouais. Alors j'avoue que j'ai toujours pas vu All About Eve, mais je vais le rattraper. Mais si ça t'intéresse, il y a un super livre qui s'appelle Oscar Wars, qui raconte plein de courses aux Oscars qui ont eu des coulisses, on va dire, assez fascinantes. Et il y a tout un chapitre sur cette année-là et l'opposition entre Gloria Swanson et Betty Davis. Donc vraiment, je vous recommande Oscar Wars. Si toute cette période-là vous intéresse, il n'y a pas que cette période-là, mais c'est vraiment fascinant comme livre. J'ai trouvé aussi qu'il y avait une sorte de parallèle entre Birdman et ce film. Parce que les deux personnages sont des anciennes stars et deviennent un peu fous, sauf que dans Sunset Boulevard, on voit qu'elle est folle, alors que dans Birdman, on ne sait jamais. Et aussi, j'ai trouvé qu'il y avait une vibe fin Babylone, le film Babylone. Oui, totalement, ouais. Bah oui, Babylone, pareil. Enfin, en fait, toutes les scènes de tournage dans Babylone, on est obligé de penser à Sunset Boulevard. Et moi, j'adore ces scènes dans Babylone, et il y en a d'autres que je déteste. Enfin, c'est quand même un film qui est un peu clivant, quoi. Mais oui, totalement. Et Birdman, ça fait trop longtemps. Je l'ai pas revu depuis l'année où il est sorti, mais ouais, clairement, dans tous les films qui parlent de ça, en fait, de Hollywood et d'acteurs. Par rapport à ce dernier gros plan, sinon, que je trouve qui est très frappant à la fin, le close-up. Mais c'est vrai que ce que je trouve aussi intéressant, c'est que finalement, elle est filmée d'une manière qui est assez douce, où on met pas du tout ses rides en exergue. Ça aurait pu être un gros plan très cruel. Mais ça, c'est parce qu'elle a mis du scotch sur son front, et du coup, elle a plus de rides. Mais aussi, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une super technique apparemment. Mais aussi, de fait, l'image est très floutée. Et ensuite, désolée, j'ai perdu la ref, mais je me rappelle avoir lu quelque part que justement, dans les films muets, des fois, pour rendre le visage des acteurs plus beau et lisse, tout en gardant l'intensité du regard, on mettait un petit voile de gaz devant l'objectif avec une brûlure de cigarette à l'endroit des yeux. Comme ça, tout le visage avait l'air tout lifté, beau et doux, et le regard était très intense. Et je trouve que ça rappelle un peu cette manière de filmer dans ce dernier plan, où effectivement, on voit que ces espèces d'yeux comme une espèce de créature un peu fantastique, avec le visage qui se perd dans le flou. Voilà, c'était c'est totalement possible. Bravo. Et ouais, il est magnifique, ce dernier plan. Elle est quand même bien intense, hein. Enfin, même si c'est vrai qu'on voit pas trop ses rides, mais l'angle comme ça est quand même pas hyper flatteur, je trouve. Je trouve qu'il y a un lien aussi avec Gaslight de 44, et qui est beaucoup plus ambivalent dans Sunset Boulevard, parce que le principe de gaslighter quelqu'un, c'est lui faire perdre pied avec la réalité. Or là, au début, on a l'impression que c'est elle qui met l'emprise sur tous les hommes de son entourage, alors qu'en fait, c'est elle qui finit à perdre complètement pied avec la réalité à la fin. Et du coup, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe, mais certainement
ce que permet l'inversion des genres qu'on n'avait pas dans Gaslight, quoi. Ouais, non, mais tu as totalement raison. Et c'est ce que tu disais aussi, c'est-à-dire que comme tout le monde lui ment, bon, non seulement plus personne n'ose lui dire non, mais en plus, elle se fait gaslighter vraiment par tout le monde autour d'elle, y compris par Max, par Cécile B2000 qui du coup va lui cacher le truc de la voiture et tout. Donc c'est vrai qu'elle a zéro autonomie au final, alors qu'on pourrait se dire que c'est elle qui mène la danse et elle le fait d'une certaine manière. Mais tu as raison, effectivement, c'est beaucoup plus complexe que ça. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu peux revoir le film et à chaque fois basculer d'un côté ou de l'autre sur à quel point elle est nocive en fait pour les autres, alors que c'est vrai que les autres sont très nocifs pour elle. Ouais, totalement. Il y a un livre qui fait écho de manière assez forte à ce film, c'est celui de Jonathan Coe, je ne sais pas si certains l'ont lu, qui s'appelle Monsieur Wilder et moi, où il raconte le tournage par Billy Wilder de Fedora, qui est son dernier film. Et en fait, au moment de Fedora, c'est la même année que sortent Les Dents de la Mer. Et à ce moment-là, Jonathan Coe décrit Billy Wilder qui est en train d'être balayé lui-même par une nouvelle génération qui arrive et qui trouve plus les financements et qui se rend compte et prend conscience qu'il est en train lui-même de devenir has-been en fait, et que bientôt il pourra plus faire de films puisque ce qui cartonne au box-office à ce moment-là, c'est Les Dents de la Mer. Et ça fait, c'est assez émouvant de penser qu'il a tourné des années plus tôt un film sur cette cruauté en quelque sorte du cinéma qui va balayer sans pitié ceux qui sont finis, quoi. Et donc le livre, il est bien parce que j'hésitais à le lire justement, j'avais peur que le côté romancé... Ouais, il est top. Ok, trop bien. Bah merci beaucoup. Du coup, je vais... Avec William Holden aussi qui joue dans Fedora. Ah oui. Bah merci. Bah du coup, je vais regarder Fedora parce que j'étais pas sûre, mais je sais qu'il y a plein de gens qui pensent qu'il mérite quand même d'être réévalué. Enfin... Ouais, ok. Trop bien. Ah ouais, vous êtes vraiment des Wilderzoos en fait. Trop bien. J'avais pas besoin de vous raconter tout ça, vous savez déjà tout, quoi. Vas-y. Petite question du coup... Est-ce que le film, à l'époque, a été iconique dès le départ? Est-ce que Gloria a refait des films après? Je me pose la question là-dessus. Ouais, alors elle a fait d'autres films, mais elle a jamais retrouvé en fait une vraie grandeur dans sa carrière. Il y a eu ce film-là. Il faut que j'arrête de faire les parallèles avec Demi Moore, mais au final, tout le monde l'a acclamé, mais finalement, on lui a proposé des espèces de sous-rôles de Norma Desmond, et finalement, elle a re-arrêté. Donc il y a pas grand-chose qui est sorti de ça pour elle. Et pour ce qui est de la réception critique, ouais, le film a été très très bien reçu, et il y a immédiatement certains critiques, alors je me souviens plus lesquels, qui ont dit, enfin, ce sera un film dont on se souviendra vraiment très longtemps. Il y a eu quand même quelques critiques négatives, je crois du New York Times, qui a dit que c'était une croûte prétentieuse ou un truc comme ça. Mais globalement, la critique était quand même très positive et appréciait justement toutes ces références, y compris celles que nous, on n'a peut-être pas captées, mais l'aspect satirique en fait du film a tout de suite beaucoup plu. Et évidemment, cette actrice principale qui, voilà, enfin, tout le monde a salué ce comeback incroyable de Gloria Swanson. Et donc, oui, c'est un peu triste de se dire que c'était un peu son chant du cygne aussi. Mais en même temps, bah, c'est hyper beau de terminer, déjà de faire un comeback alors qu'elle avait décidé de prendre sa retraite pour jouer ce rôle-là. Et je pense que c'est justement parce qu'elle avait décidé d'arrêter qu'elle a pu mettre sa vanité de côté et accepter de jouer un rôle comme ça, alors que les autres, qui avaient vraiment trop mal vécu leur obsolescence, voulaient pas revenir pour incarner un personnage aussi ridicule, parce qu'elle peut être ridicule parfois, ou en tout cas vraiment pathétique. Et certaines des actrices à qui on a proposé le rôle ont vraiment dit non, moi je veux pas jouer un rôle aussi pathétique. Donc c'est d'autant plus admirable en fait qu'elle ait accepté de le faire et que ça ait marché pour elle, puisque ce rôle-là a été acclamé. Mais derrière, non, elle a pas fait grand-chose de marquant. Bon, bah écoutez, je pense que je vais peut-être vous laisser partir, mais merci beaucoup, vous êtes très patients, et surtout merci pour vos contributions. Je trouve ça trop cool en fait de vous entendre. Donc bah merci beaucoup d'avoir assisté à cet enregistrement en public. On se retrouve très bientôt dans vos oreilles, dans le podcast. Anaïs se fait des films est un podcast d'Anaïs Bordage, c'est moi, produit par Slate Podcast. Production éditoriale, montage et réalisation Aurélie Rodriguez.